Nous irons ensuite dans les coulisses d'une industrie en pleine mutation avec le téléchargement et le piratage. Peut-on encore vivre de sa musique? Et maintenant, retour en France avec des questions. Oui, comment écoutez-vous de la musique aujourd'hui et surtout, est-ce que vous la payez encore? Achetez-vous toujours des disques ou consommez-vous des morceaux gratuitement sur Internet? Ces questions se posent parce que depuis 12 ans, ce marché est en perpétuelle révolution. Les ventes de CD se sont effondrées de 60%, mais les concerts et la musique en ligne ont le vent en poupe. Et nous allons retrouver deux stars de la chanson française, Alain Souchon et Laurent Voulzy, sur scène et en coulisses, avec Guillaume Cahour, notre guide dans ce nouveau monde de la musique avec Émilie Denis. Ce soir, je vais voir un concert. Deux vedettes de la chanson française sont réunies sur scène. Alain Souchon et Laurent Voulzy. « 40 ans de tubes concentrés en 2h30 de spectacle. Une centaine de concerts en un an. Mais je ne suis pas seulement venu les écouter chanter. Ça va mon vieux? Ça va, tu es content de tes répétitions, tout va bien? Quelques heures plus tôt, je réussis à me glisser en coulisses. Laurent Voulzy accepte de m'ouvrir sa loge pour me dévoiler un de ses rituels d'avant-scène. Voilà, ça fait 25 ans que j'écoute ça le matin, le soir et dans ma loge. J'écoute des chants du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Mais en tout cas, ça me fait un... Ça me recadre. Hein. Ah ouais? Ah oui. Puis autrement, bah, c'est tout. Puis j'ai un piano dans la loge, j'ai une guitare. Et puis je me chauffe, vous voyez. Avant un concert, on ne dérange pas longtemps des stars de la chanson. Ce qui m'importe, moi, c'est de comprendre ce qui a changé dans leur métier ces dernières années. Vous savez ce qu'il y a de formidable, je trouve, par rapport au moment où, quand on a commencé, c'est que nous, on avait du succès dans les radios, il n'y avait que 3 ou 4 radios, on avait beaucoup de succès, enfin, je dis ça sans prétention, mais on allait chanter, il n'y avait personne, souvent, dans les concerts. Alors que maintenant, c'est le contraire, il y a une curiosité de la part de la jeunesse. Le spectacle vivant marche beaucoup mieux que quand on a commencé. Des salles combles pour faire oublier que depuis 12 ans, les CD se vendent de moins en moins. Le chiffre d'affaires du disque a plongé de 65%, troublant la tranquillité des artistes. Est-ce que vous avez vu un moment sur un de vos disques le décrochage par rapport à la décennie d'avant? Considérable. Par rapport à il y a 20 ans, on vend, je sais pas, 3 fois moins, 4 fois moins. Mais c'est normal puisqu'il y a les autres supports. Les musiciens dans 20 ans continueront de vivre, mais on ne sait pas trop comment. En tout cas, le support de la musique commence à être dématérialisé. Mais nous, on va être dématérialisés aussi. Nous, on va être dématérialisés aussi, ouais. Là, tout est en train d'être changé, quoi. Alors, on ne sait pas du tout nous-mêmes ce que ça va devenir. Pour leurs successeurs, tant de bouleversements, tant de questions en suspens. Est-il encore possible d'avoir de si longues carrières? La musique permet-elle toujours de gagner sa vie? Je vais rencontrer des artistes qui inventent une nouvelle manière de vivre de leur passion. Faites beaucoup de bruit pour les frérots de la Vega. Comment ça va les gars? Ils ont le sourire, du talent et la nonchalance de jeunes artistes auxquels tout réussit. Les frérots de la Vega. À peine leur tournée terminée, c'est déjà reparti pour 3 mois de promotion intensive de leur nouvel album, comme dans cette émission de radio. Combien de dates de concerts déjà faites? Un peu plus de 120, je crois. Derrière la décontraction, une préoccupation. Ne pas se faire oublier de leur public. Et tout le monde sera célèbre. Laura, 16 ans, Brest, à toi Laura. Je voulais savoir, les médias ont souvent mis votre côté beau gosse de la plage en avant, est-ce que ça vous agace? Non, ça ne fait rien. Enfin, on se sent pas réduit à ça en tout cas. On fait de la musique, on sait pourquoi on est là. On se fait le live ou pas? Allez, on y va. Les frérots de la Vega se sont révélés lors d'une émission musicale à la télévision, il y a 2 ans. Décision, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes
larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge. En début d'année dernière, le chant des sirènes est devenu un tube, le 16e titre le plus diffusé à la radio. L'album va sortir le 27 novembre. Le précédent, vous avez vendu plus de 300 000 exemplaires. C'est bien. C'est même très bien et très rare. Seule une dizaine d'artistes a atteint ce niveau l'an dernier. Eux ont déjà gagné entre 100 000 et 180 000 euros grâce aux albums et aux concerts. Mais le duo est lucide. Les succès sont de plus en plus éphémères. Ils pourraient vite déchanter. Avant, quand on sortait un album, les gens, la veille, étaient devant le magasin, limite, ils campaient comme les soldes aujourd'hui. Ils étaient à fond pour pouvoir choper l'objet en lui-même, parce que c'était la seule chose qu'ils pouvaient avoir de l'artiste. Maintenant, on peut donner nos vidéos sur Internet, des photos de nous, de ce qu'on fait. Les gens ne sont pas dans la demande, on leur donne tout le temps à manger. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand on arrête, quand on n'est plus à la mode, bah, ils mangent autre chose. Ouais, ils vont voir ailleurs. Quand on passe dans tous les médias, au bout d'un moment, on se transforme en un produit. Et ça vous embête d'être des produits ou pas? Non, parce qu'on rentre dedans et nous, on assume. Nous, on sait ce qu'on fait. On sait que le contenu, c'est pas un produit, on sait que ça vient de plus loin. Rassasier la génération zapping qui les écoute. Les frérots de la Vega sortent déjà un 2e album. Il alimentera les radios. Mais cela ne suffit plus dans les carrières musicales. Il faut approvisionner les plateformes de vidéos en ligne, comme YouTube ou Dailymotion. C'est ce que me montre le duo aujourd'hui. Ils tournent la 3e vidéo de leur chanson « Ton visage ». Avant même la sortie de l'album, pour ce morceau, leur équipe a déjà mis en ligne cette simple pochette avec la musique en fond. Puis, une banale promenade en voiture avec les paroles qui défilent. En moyenne, une vidéo par mois. C'est une sorte de karaoké en fait. C'est une sorte de karaoké, c'est des paroles qui sont défilées sur une vidéo accélérée. Ça permet de donner du contenu aux fans et de mettre du contenu déjà sur internet avant que le clip sorte, parce que les fans attendent vraiment cet album, on entretient le suspense. Et aujourd'hui, le tournage du clip définitif, nettement plus abouti, plus artistique. Faut pas le rater surtout. C'est un truc qui va rester quoi, qui va rester sur tous les réseaux sociaux, partout. Donc là, je vous explique ce qu'on fait. On va simuler une ouverture de fenêtre et les feuilles vont passer au-dessus de vos têtes. Ouais. Vous pouvez avoir un petit regard assez simple en haut, quoi, sans regarder comme ça. Quand en ville le grain se lève, vent de nerfs agité, je veux des balades sur la grève. Allongés par terre, les chanteurs racontent avec des effets originaux leur soif de nature. Une vie de qualité, en moins de béton, plus de rêves dans ma réalité. Certains fans n'achètent pas le disque. Ils l'écoutent gratuitement sur des sites comme YouTube. Combien ce canal de distribution rapporte-t-il aux artistes? Leur premier tube, Le chant des sirènes, totalise déjà 16 542 642 vues. C'est fou. Ma mère a dû en voir 10 millions elle toute seule. Mon père, est-ce que vous gagnez de l'argent vous avec ça? Très peu. Pas à la hauteur des 16 millions de vues, je ne pense pas. Je pense que là, c'est dérisoire ce qu'on touche là-dessus. Aucun des deux ne sait réellement ce qu'il a gagné grâce au succès de ce clip et à la publicité diffusée avant ou pendant leur chanson. C'est leur maison de disques qui tient la comptabilité. Universal, leader de la musique en France, présidé jusqu'à il y a quelques jours par... de Pascal Nègre première. Pascal Nègre. Il y a un partage des revenus publicitaires entre YouTube et la maison de disques. Donc on touche 50% de la publicité générée, mise sur nos vidéos. Les frérots de la Vega ont fait 16 millions de vues sur les chants des sirènes. Ça a donc rapporté 16 000 € à la maison de disques. Et si vous partez du principe que l'artiste est entre 10 et 15% de ça, donc ça va leur faire 1600, 1800, enfin allez, 2000 €. C'est clair que c'est pas avec ça que les frérots de la Vega vont manger. 2000 € pour 16 millions de vues. Une somme dérisoire malgré la diffusion massive de leur musique.
Pourquoi est-ce que vous gardez 90% des revenus issus de la vidéo sur Internet? Alors, le coût de la vidéo, parce qu'on l'a produit la vidéo, hein. Quand vous déduisez ça des 16 000 qu'on a touchés, c'est clair qu'on ne va pas gagner BZF. Parce que c'est combien le coût d'une vidéo? Ça dépend, c'est entre 10 000 et 50 000. La musique sur Internet est devenue incontournable. Les artistes doivent s'y faire. Et une nouvelle manière de la consommer en ligne est en train de s'imposer. Je vais, moi aussi, plonger pleinement dans l'ère du numérique. Remiser à la cave tous les CD achetés ces 25 dernières années. Oublier les milliers de morceaux téléchargés sur mon ordinateur, je l'avoue, plus ou moins légalement. Désormais, j'écoute la musique en streaming. C'est un flux illimité proposé par des plateformes comme Apple Music, Spotify ou Deezer. Je ne suis plus propriétaire des morceaux, j'en deviens locataire. Me voilà aspiré dans les entrailles du streaming. Pour 10 € par mois, sur un téléphone ou une tablette, je retrouve mes artistes préférés et j'en découvre une quantité d'autres. Difficile de choisir parmi 35 millions de titres. J'ai fait le calcul, il me faudrait 233 ans pour tout écouter. Comment fonctionnent ces plateformes? J'atterris chez Deezer, le leader français du streaming musical. Ambiance start-up au rez-de-chaussée avec graffiti et boissons à volonté pour les 250 salariés. Dans les étages, l'ambiance est plus classique, plus studieuse. C'est là que je rencontre Rachel Cartier. Elle a un pouvoir considérable sur les carrières numériques des artistes. C'est elle qui réceptionne les nouveautés musicales directement dans son ordinateur. Et tous les matins, elle a l'embarras du choix. On peut recevoir jusqu'à 15 000 titres. Par jour? Par jour. C'est C'est énorme. Outre l'écoute de mes artistes favoris, Deezer me propose des listes musicales par thème, des playlists. On a fait par exemple une playlist qui s'appelle 50 chansons à écouter au coin du feu, qui regroupe des titres assez doux, qui font référence à un univers un peu cocon. Il y en a des milliers. Les années 80, le rap, le sport ou encore l'univers de la moto. Pour les artistes, apparaître dans l'une de ces playlists est la garantie d'être entendu par des dizaines de milliers d'utilisateurs. Alors voilà, Mylène, que j'aime beaucoup. Je vais prendre le titre Insondable. Ce titre-là, je l'ajoute à notre playlist d'actualité de la variété française. C'est une mise en avant très importante. Très importante pour les artistes français. Et donc là, ce que je fais avec le titre, c'est que je le remonte tout en haut. Quand on lancera la playlist, ce sera le premier titre qui sera lancé. Il y a enfin une troisième manière d'écouter de la musique sur Deezer, avec cette mystérieuse fonction. Lorsque je la déclenche, des algorithmes analysent mes goûts et sont censés deviner ce dont j'ai envie à cet instant-là. Commence alors une programmation musicale surprise. La volonté, c'est de ne pas se cantonner à ce qui est connu ou ce qui ne l'est pas. On a vraiment envie de recommander la musique qui vous correspondra le mieux sans que vous ayez à nous le dire. Une consommation musicale à volonté pour 10 € par mois. L'intérêt pour le client est évident. Mais chez les artistes, ce système commence à faire grincer des dents. Ce vent, c'est un peu celui de la révolte. Je me rends chez Jean-Michel Jarre. Il est loin d'être convaincu par le streaming. Jean-Michel Jarre, c'est toute une époque. Ce sont les débuts de la musique électronique en France. Ça, c'est en fait le premier synthé que j'ai eu dans la fin des années 60. Je l'ai toujours eu avec moi, donc c'est une sorte d'animal domestique, comme ça. Il a utilisé cette machine en 1976 pour Oxygène. L'un des disques français les plus vendus dans le monde, 18 millions d'exemplaires.
Ou encore, récemment, pour son nouvel album, Electronica, 4 ans de travail. Jean-Michel Jarre a longtemps refusé que sa musique soit disponible en streaming. Avec le forfait illimité à 10 € par mois, il a l'impression que les géants de l'Internet méprisent, dévalorisent la création musicale. Quand vous allez au supermarché, est-ce que vous payez 10 € par mois et vous pouvez remplir votre caddie n'importe comment? Non. C'est le seul secteur dans la société où, justement, les gens rentrent dans un magasin, payent 10 € et peuvent remplir leur caddie pendant tout un mois. C'est exactement ce qui se passe avec les plateformes. Jean-Michel Jarre vit des droits d'auteur, des 80 millions de disques qu'il a vendus. Aujourd'hui, il préside un groupement qui défend les intérêts des auteurs-compositeurs et il s'inquiète pour les nouvelles générations d'artistes. La musique n'a jamais été autant diffusée et n'a jamais été aussi accessible. Et en même temps, elle n'a jamais généré autant d'argent. Et paradoxalement, les auteurs et les créateurs n'en ont jamais eu aussi peu. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre en écrivant des chansons. Il y a tout un modèle économique à inventer et à créer. Avec mon abonnement, je pensais pourtant contribuer à la rémunération des artistes. Je commence à en douter. Que deviennent les 10 € que je paye tous les mois? Je vais poser la question au patron de Deezer. Alexis de Gemini se remémore la dernière décennie, marquée par un piratage massif de la musique et l'effondrement des ventes de disques. Proposer du streaming par abonnement serait une sorte de défi commercial et pédagogique. Ce qu'on constate, c'est que les gens ont totalement perdu l'habitude de payer pour la musique. Parce qu'on sort d'une dizaine d'années où la musique a perdu toute notion de valeur. Et ça va nous prendre du temps de rééduquer les gens au fait que la musique, ça coûte de l'argent et que pour avoir la plus grande bibliothèque du monde, eh bien 10 € par mois, finalement, c'est un bon deal. Mais ce nouveau modèle n'est pas encore rentable. Deezer perd de l'argent. Selon lui, l'industrie musicale, elle, en tire déjà profit. Deezer perçoit un revenu à travers ses abonnés et redistribue 72% de ce chiffre d'affaires aux maisons de disques. Charge aux maisons de disques après de réallouer cet argent aux artistes. Deezer ne paye pas directement les musiciens qui sont rémunérés par la maison de disques qui les emploie. Pascal Nègre deuxième, on sourit. Alors, combien Pascal Nègre laisse-t-il à ses artistes? 1000 écoutes rapportent l'équivalent d'un album. Donc là-dessus, ils vont gagner à peu près 60, 70, 80 centimes. Ainsi, quand on écoute 1000 fois un chanteur, l'artiste gagne au final moins de 1 €. Ce qui compte pour Pascal Nègre, c'est le nombre d'abonnés aux plateformes de streaming. Il a bondi de 70% en 2 ans. Aujourd'hui, il y a plus de 2,5 millions de consommateurs qui utilisent tous les jours un abonnement. On va voir un effet boule de neige. C'est-à-dire que vos collègues de bureau, votre voisine, le copain dans la cour de lycée, il aura un abonnement, il pourra vous montrer comment ça marche. Et surtout, ce qui est important à retenir, c'est que le chiffre d'affaires global de l'industrie va remonter. Or, dans la mesure où les artistes ont un pourcentage de ce chiffre d'affaires-là, ça veut dire clairement que les artistes vont toucher beaucoup plus d'argent. S'il n'est pas encore une source importante de revenus pour les artistes, Internet a le mérite de leur offrir un nouveau terrain de jeu, bien plus grand que la France, le monde. Je vais découvrir les Caravan Palace en pleine répétition à Genève. Ce soir, ils jouent devant 1500 personnes. C'est un groupe peu connu en France. Il ne passe pas à la radio, pourtant il se produit dans le monde entier. Leur précédente tournée les a emmenés ici en Allemagne, ou encore aux États-Unis, en Europe de l'Est, au Canada, en Russie. 150 dates en 1 an et demi. Dans quelques heures, ils donnent le coup d'envoi de leur nouvelle tournée. Zoé, la chanteuse, et Antoine, le tromboniste, reviennent d'un stage de danse. Le groupe mise tout sur la scène et veut surprendre son public.
Et les gens, ils entendent un morceau, ils disent « Ah, ça a l'air chouette ». Une fois qu'ils arrivent au concert en se disant « Ça a l'air pas mal la musique », qu'ils aient la surprise. On essaye d'aller encore plus loin que juste la musique, on essaye de se casser la tête pour rajouter de la danse. Donc c'est important de fournir un vrai show. Ouais, voilà. Le groupe a sorti 3 disques pour moins de 300 000 ventes au total. Il vit principalement de ses concerts internationaux. Caravan Palace se fait remarquer sur Internet il y a 10 ans. Très vite, le groupe sent qu'il faut offrir quelque chose de plus que de la bonne musique, une originalité. Il s'invente un univers visuel. Arnaud et ses partenaires veillent à le transposer dans toutes leurs prestations. Pour Caravan, c'est important d'avoir cette cohérence entre les clips, la scène, etc. Parce que c'est un groupe avec une forte identité qu'on appelle rétro-futuriste. Parce qu'on fait donc de la musique swing et puis en même temps de la musique électronique un peu plus moderne et parfois un peu plus brutale. Des métaux et des lumières qui rappellent l'ère industrielle du siècle dernier. Pour cette tournée, le groupe a cherché de nouvelles manières de mélanger les tendances années 30 et électro. Le symbole de cette fusion, c'est ce piano. En fait, c'est pas un vrai piano, c'est un cadre de piano. Et à l'intérieur, on a remis un autre piano électronique qu'on a réarrangé comme ça, il peut vraiment jouer tout plein de sons de piano différents. Parce qu'on a des sons de piano très différents en fonction des morceaux. Ça représente parfaitement le groupe, ce mélange des deux époques. Par contre, c'est une purge à transporter, c'est super lourd. Et donc tous les soirs, il faut le remettre dans la remorque. Caravan Palace fait partie de cette nouvelle génération de musiciens qui passent beaucoup de temps sur la route pour vivre de sa musique. Avion, train ou ce bus qui devient leur résidence principale. Voilà, bienvenue à la maison. Globalement, il y a un grand salon. Micro-ondes, frigo, Un peu tout, quoi. Il y a des toilettes, il y a évidemment des PlayStation. Parce qu'on est avant tout des adultes. Des skateboards, des jouets d'enfants, hein, bien sûr, très important. Et à l'étage, les couchettes. Et à l'étage, on fait dodo. Alors là, on a carrément le petit volet roulant, complètement automatique, hein, comme vous pouvez le voir. Tadam! On dort bien, vraiment? On dort bien. Comme on est très fatigué, on dort bien. Bonsoir. Leur intimité se résume à ce rideau. C'est le prix à payer pour vibrer sur scène plusieurs fois par mois. Ils vont à nouveau sillonner la planète, mais cette fois ils espèrent ajouter l'Australie et le Japon à leur feuille de route. Pour ce groupe, l'objectif c'était d'être petit, mais parce qu'on savait qu'on ne deviendrait jamais énorme, qu'on passerait pas sur l'énergie, etc. Mais d'être petit partout. Donc c'était cette stratégie. Est-ce que vous voyez continuer à ce rythme-là, les tourbus, dans 10, 15, 20 ans? On voit que c'est plus compliqué pour ceux qui ont des enfants d'être tout le temps partis que pour les autres, c'est logique. En effet, se pose la question de la vie aussi privée en parallèle, famille, tout ça, qui peut être, je pense, le seul truc qui fait qu'on a envie de lever le pied, peut-être. Voilà, tenue numéro 453. Zoé porte 3 costumes chaque soir qu'elle achète elle-même et prépare sans assistant. On commence dans 30 minutes et je suis pas du tout prête, comme d'habitude. Hugues, violoniste, et Paul-Marie, pianiste, manient quant à eux un autre instrument. Malgré leur succès international, les caravanes ne roulent pas sur l'or. C'est vraiment une gestion de père de famille, c'est ça. Moi qui ai 2 enfants par exemple, je suis obligé de faire hyper gaffe, quoi. Il y a des petits plaisirs que j'aimerais bien faire que je ne peux pas me payer. Une belle année, vous faites combien? Je sais pas. C'est tellement fluctuant, d'une année sur l'autre, on passe du simple au triple. Peut-être 50, 60 000 euros. Là, on considère qu'on gagne très bien notre vie quand on gagne ça. Mais c'est pas le cas tout le temps, malheureusement. On gagne pas énormément d'argent. Maintenant, même quand on gagne la moitié sur un an, on est content, on fait de la musique, c'est trop cool. Même si on doit repasser nos chemises. Mais sinon, c'est cool. 10 ans d'électro-swing, des centaines de concerts, des fans dans le monde entier. Le groupe a réussi à surmonter la crise du disque et vit de sa passion. Réinventer sa manière de faire et de vivre de sa musique, certains sont allés encore plus loin en s'improvisant entrepreneurs. Première
Youssoupha, c'est l'un des rappeurs qui monte. Un rap sobre, des paroles modérées. Et si ce pays me pousse à la faute, à cette occasion, mon avocate sera Olivia Pope. À ce qui paraît, c'est notre faute, ça me concerne. Tous ces jeunes dans mes concerts qui font du bruit à cause de moi. Youssoupha est chanteur et chef d'entreprise. Et depuis qu'on se connaît, sous mes airs de bonhomme, je craque sous ta Son emploi du temps ne lui laisse que 4 heures pour écrire et enregistrer ce morceau. Je garde tout mon commerce pour me rapprocher du summum et je claque de la monnaie, mais j'ai le sentiment économe. Ce n'est pas... Merde, j'ai oublié le flow. Ce n'est pas une chanson d'âme. Isolé dans un petit studio annexe, il cherche l'inspiration. Depuis quelque temps, Youssoupha a dû s'habituer à travailler plus efficacement. Je me rappelle dans mes premiers albums, entre 2 albums, des fois, je faisais 6 mois où je disparaissais, je prenais du temps pour moi, je voyageais, voilà, je laissais ma création venir. Si elle vient pas, elle vient. Sauf que pour quelqu'un de mon niveau, non, ce monde-là, il n'existe plus. Ce monde qu'il évoque, c'est celui d'avant la crise du piratage. Youssoupha sort son premier album avec une maison de disques au pire moment, en 2007, lorsque le marché du disque s'effondre. Ses premières ventes, il s'en souvient, sont très décevantes. Celui-là, la première semaine, je dois vendre 3005, ce qui n'est pas terrible à l'époque. Et le deuxième, alors que c'est la deuxième chance, je dois vendre 3004. La maison de disques me dit rien explicitement, mais je comprends qu'on va pas continuer, quoi. Je comprends. Mais il y avait une vraie peur de ne plus avoir de maison de disques. Ah oui, clairement. Mais genre une peur, clairement. Ça pose la question, est-ce qu'on continue la musique? Parce que mine de rien, on a aussi des vies de famille, on a envie de... Moi, j'avais mon petit garçon, j'ai envie d'élever mon petit garçon. J'ai été obligé de créer ma boîte parce qu'aucune boîte voulait de moi, tout simplement. Youssoupha crée alors sa propre maison de disques. Là, il y a un peu tous les collaborateurs. Avant d'acheter ses bureaux, pendant 2 ans, il organise ses réunions au café ou à l'arrière de sa voiture. Le label manager. Selon lui, pour vivre de leur musique, les artistes doivent se remettre en question. Je pense que la configuration économique de la musique aujourd'hui ne permet pas à un artiste d'être materné et de penser que c'est un salut ultime, la maison de disques, c'est-à-dire qu'elle aura qu'à appuyer sur un bouton et on devient des stars. Moi, je l'ai cru pendant longtemps et c'est ça, je pense, qui m'a fait perdre du temps. Mais l'un dans l'autre, ça m'a appris aussi mon métier. Ouais, bien. Mais... Youssoupha vend 5 fois plus d'albums depuis qu'il est à son compte. Il gagne entre 100 000 et 200 000 euros par an. Pour y arriver, il superpose en permanence ses 2 casquettes, celle d'artiste et celle d'homme de stratégie. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires, mais on se soigne par le partage. Quelques jours plus tard, à Rennes. Si le chanteur Youssoupha a pour objectif de faire un beau spectacle, l'entrepreneur, lui, veut développer ses affaires. Dans ce but, il a conçu sa propre application pour smartphone. Son équipe en fait la promotion auprès du public. Bonsoir, je vous donne un petit autocollant de l'application Youssoupha. Si vous voulez la télécharger avant le début du concert, il y a un petit jeu de lumière sur le morceau Smile. Alors Smile, ça va être vraiment sympa si vous utilisez l'appli. Youssoupha y dévoile ses dernières chansons, son actualité, il fait gagner des cadeaux et il attire de nouveaux utilisateurs avec ce petit gadget. Si vous sortez l'appli, vous avez juste à l'ouvrir et pour faire briller la salle, vous avez juste à cliquer ici et à tenir bien haut votre téléphone. Un jeu de lumière que seuls les détenteurs de son application peuvent obtenir. Pour transformer Rennes en ville lumière, l'État, je vais vous demander de faire briller. Sortez vos applis, pour ceux qui l'ont, sortez-le et faites briller en couleur tout ce que vous pouvez avec la... Ce soir-là, 200 personnes l'ont téléchargé, un tiers du public. Ultime privilège, à la fin du concert... Avec un sourire. 4 utilisateurs sont tirés au sort pour rencontrer l'artiste en loge. Comment ça va? Franchement, vous êtes des goujats, commencez par la jeune fille, les gars. Depuis sa mésaventure en début de carrière, Youssoupha a décidé d'innover pour conquérir son public. J'oublie pas qu'il y a eu des moments dans ma vie, j'avais pas de médias.
Et à ce moment-là, j'étais bloqué. Du coup, aujourd'hui, j'essaie de créer moi-même des médias où je peux parler avec les gens qui me soutiennent, même si je passe pas en radio, même si à un moment la télé me boude, ce qui arrive, hein, où la presse ne relaie pas mes informations, au moins je peux, si jamais j'ai une info à passer ou alors j'ai un truc à partager, ben, ceux qui me soutiennent, ben, je peux les rencontrer, parler avec eux, échanger, qui me donnent leur avis sur quelque chose, etc., sans que je sois dépendant d'un média particulier. Comment s'appelle-t-elle? 10 minutes de discussion, autographes et photos à la clé. C'est où ça? C'est sur elle. Comme un cadre enchaîne les réunions, Youssoufa, chef d'entreprise, file déjà vers son prochain rendez-vous. Séance dédicace sur le stand de produits dérivés. Merci beaucoup, Youss. Qu'est-ce que vous avez acheté là? Une affiche et la casquette. Pour 28 €, autant que la place de concert. Youssoufa veille personnellement à la variété des produits proposés. Ce stand rapporte un tiers des bénéfices de sa tournée. Est-ce que c'est pas un peu triste? Parce que finalement, vous vous transformez en homme de marketing plus qu'en artiste. Non, moi, en fait, en vrai, je trouve pas ça triste. Au contraire, c'est de mon époque, c'est de ma génération. Peut-être que j'aurais fait de la musique dans les années 70 ou 80. J'aurais dit, ouais, non, moi, je fais pas ça, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ça fait partie de mon métier aussi. J'ai l'impression que j'ai connu mon métier que comme ça, au fait. C'est pour les bêtes et les gens, les têtes et les jambes, les thèmes et les textes de légende qu'on a écrits pour s'engager. Même si je sais qu'on peut avoir le bon message tout en restant un mauvais messager. Youssoufa sait que son métier vit un moment charnière. Les prochaines années seront déterminantes pour confirmer les nouvelles sources de revenus de la musique. Et puis, en début de semaine prochaine, un des syndicats qui représente l'industrie musicale, le SNEP, présentera le bilan 2015. Alors, quelques indiscrétions et quelques chiffres. Les ventes de disques ont baissé de plus de 10% l'an dernier, mais les abonnements payants par Internet continuent, eux, de progresser, 1 million de plus en un an. Et puis, cette autre information, sachez que le marché des vinyles qui a redémarré ces toutes dernières années, s'est lui stabilisé à un niveau assez faible, 700 000 albums vendus.